Merci Jean-Michel Jarre d'être avec nous ici pour nous présenter ce magnifique projet Amazonia. Est-ce que vous pouvez peut-être justement nous présenter en quoi consiste ce projet de composition Amazonia? Ce projet d'exposition, en fait, d'abord se tient dans un lieu de musique qui est la Philharmonie de Paris. Et donc, il y a la volonté depuis quelques mois maintenant de la Philharmonie de créer un lien entre les arts visuels, les expositions et bien entendu le son. Donc, cette exposition Amazonia du photographe brésilien Sebastião Salgado devait, dans l'esprit de la Philharmonie, s'accompagner de musique. C'était aussi le vœu de Sebastião Salgado, qui est très lié au son et à la musique dans son trajet personnel. Et donc l'idée c'est venue finalement de me proposer de faire la musique de cette exposition. Et en fait, j'ai été très intéressé par ce projet pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'abord, j'aime beaucoup l'œuvre de Salgado depuis toujours. Je suis un grand admirateur de son travail. La deuxième, c'est que le thème de l'Amazonia et le thème de l'Amazonie, évidemment, un thème qui nous est cher aux citoyens de la planète, puisque c'est le poumon de notre terre. Et donc, de pouvoir, d'une certaine manière, être activiste à travers sa propre création et d'envoyer un message positif dans ce domaine est quelque chose qui m'importait, puisque depuis Oxygène et depuis toujours, j'ai toujours été, même avant que beaucoup s'y intéressent, impliqué dans les problèmes écologiques, environnementaux. Je tiens ça de ma maman, de ma mère, qui m'a inculqué ces valeurs et cette importance à une époque où peu de gens, finalement, enfin beaucoup moins de gens s'en préoccupaient. Et puis la troisième raison, c'est que quand j'étais au groupe de recherche musicale avec Pierre Schaeffer, que j'ai étudié les musiques électroacoustiques, et en même temps il y avait un département qui s'appelait, aujourd'hui, je trouve que c'est un peu arrogant comme appellation, mais les musiques extra-européennes, comme si l'Europe aurait été le centre de la création musicale. Et qu'est-ce qu'on entendait par là? C'était justement toutes les musiques qui sont les musiques qui viennent d'Afrique, qui viennent justement d'Amazonie, les musiques aborigènes, les musiques de différentes communautés. Et donc je me suis beaucoup intéressé à cette époque, j'ai beaucoup étudié cela. Et j'en ai même fait à un moment donné un disque qui s'appelle Zuluk, dans lequel j'ai utilisé et échantillonné beaucoup de sons vocaux de la planète. Et donc tout ça se rejoignait dans ce projet. Et puis il y a eu la rencontre justement avec le MEG, qui a été quelque chose de fondamental dans ce projet, puisque le MEG possède un réservoir immense de sons de l'Amazonie, des sons vocaux, des sons instrumentaux, des sons de vie, et que pour moi, ce projet, c'était aussi l'idée d'exprimer ce qu'est l'Amazonie, et au centre de l'Amazonie, il y a l'homme, il y a l'être humain. Et donc cet apport-là était pour moi, en tant que musicien, fondamental. Les archives sonores d'Amazonie auxquelles vous avez eu accès, c'est des archives qui sont plus ou moins anciennes, des archives de certaines dates des années 70. Il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné ou le plus inspiré dans ces documents d'archives? Alors, les documents d'archives du MEG ne sont pas nécessairement très récentes, mais en même temps, ça n'a aucune importance parce que les sons, à partir du moment où les sons sont enregistrés correctement, finalement, les sons de l'Amazonie sont un peu intemporels et ça n'avait pas beaucoup d'importance pour moi. Ce qui m'a intéressé beaucoup, c'était d'emblée de ne pas avoir une approche scientifique parce que je n'aurais pas
ethnographique ou ethnologique, car ce n'est pas mon métier, j'en ai pas les compétences, mais surtout d'essayer de trouver un lien entre l'univers photographique de Sebastião Salgado et puis dans une démarche qui soit plutôt poétique. Et donc, je me suis beaucoup intéressé à l'aspect phonétique plutôt qu'à l'aspect sémantique ou du sens ou du lien. Et avec effectivement un grand choix qui était mis à ma disposition, dans lequel j'ai puisé, et mes critères de choix ont été, encore une fois, des critères phonétiques, musicaux, où j'ai essayé aussi d'être suffisamment, de puiser dans cet énorme réservoir des éléments qui me paraissaient, je dirais, exprimer différentes facettes, au fond, de l'être humain. Parce que qu'on parle français, brésilien ou les langues d'Amazonie ou chinois ou esquimaux, finalement, il y a des sentiments qui sont les sentiments humains qui n'ont pas besoin de traduction, qui n'ont pas besoin d'interprète. Finalement, les notions de mort, d'amour, de solitude, de colère, d'inquiétude, finalement, s'expriment aussi par le ton et pas seulement par le sens. Et c'est ça que j'ai essayé de capturer, de capter justement, de capter ces différentes atmosphères qui sont liées à ce qu'on vit dans n'importe quelle forêt, dans la forêt amazonienne, encore plus j'imagine, c'est-à-dire des moments de tension qui alternent avec des moments de sérénité, des moments d'ombre et de lumière, des moments d'inquiétude et de paix. Et c'est tout ça que j'ai essayé de mettre en son avec un autre défi qui est au fond de faire la musique pour une exposition photographique. C'est l'inverse d'une musique de film. C'est-à-dire qu'une musique de film, on crée au fond une musique pour une scène bien précise où l'action, la musique doit accompagner ou être en contrepoint de l'action. Dans le cas d'une exposition photographique, par définition, les spectateurs, auditeurs ne vont jamais dans la même situation, devant la même photo, devant le même moment. Et au fond, je suis parti de cette idée que les sons de la forêt m'ont toujours fasciné. C'est-à-dire l'idée que vous avez des sons aléatoires qui sont totalement indépendants les uns des autres. C'est-à-dire que le chant d'un oiseau qui chante n'a aucune conscience qu'au pied de l'arbre où il se trouve, il y a des gens qui marchent et qui discutent, qu'au même moment, la pluie peut tomber sur un rocher, que du vent peut passer dans les feuilles, qu'un avion peut passer aussi, et que tous ces sons totalement aléatoires, indépendants les uns des autres, vont former au fond une harmonie globale pour l'oreille humaine qu'on appelle les sons de la forêt, la musique de la forêt. Et donc je suis parti de ça comme principe de composition. Au départ, quand on s'était rencontrés à Genève en janvier 2020, le projet était très orienté sur les sons de la nature. Vous aviez même envisagé d'enregistrer des plantes, la circulation. Et finalement, le projet a beaucoup... le projet a changé pour réintégrer l'homme et la présence animale aussi dans tout ce système. Comment est-ce que vous avez fait pour... comment s'est fait la progression du travail de composition? Est-ce que c'est quelque chose qui a été très rapide ou qui s'est fait sur longtemps? Alors en fait, il y a toujours, c'est drôle parce qu'il y a toujours un glissement entre les idées qu'on a au départ et puis finalement la manière dont les choses évoluent et qu'on ne maîtrise pas toujours. Et je me souviens que j'avais rencontré Anthony Burgess, l'écrivain anglais, qui m'avait dit, en fait, quand je commence un roman, je mets mes personnages autour de la table et ensuite ils font ce qu'ils veulent et je perds le contrôle. Je pense que pour la musique, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des idées qu'on peut avoir, des sons qu'on peut avoir en tête et puis finalement tout ça,
et il y a une sorte de perte de contrôle, et cette perte de contrôle est plutôt heureuse ou malheureuse, mais enfin, en l'occurrence, quelquefois, il faut laisser les choses. Et du coup, c'est aussi quand au moment où on s'est rencontrés la première fois, j'avais cette idée d'axer beaucoup toute cette création sur les sons de la nature. J'avais même imaginé de prendre des sons à partir de l'énergie électrique des plantes. Enfin bon. Et en fait, quand j'ai reçu le matériau du MEG, ça m'a fait changer complètement de direction en me disant, au fond, finalement, les sons de la forêt, les sons de la nature c'est finalement l'environnement, mais qu'en fait, le cœur de la forêt, je dirais, il y en a peut-être deux, c'est les arbres et la voix humaine, et la présence humaine. Et donc, j'ai finalement changé de processus, et je suis parti sur cette idée, sur deux idées. D'abord, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que les sons sont aléatoires et indépendants les uns des autres. Donc j'ai construit une forme de boîte à outils avec des tas d'éléments qui, en fait, en apparence, n'ont rien à voir les uns avec les autres, comme l'oiseau, la pluie qui tombe sur le rocher ou les gens qui marchent dans la forêt, mais qui vont former une harmonie parce qu'ils vont être réunis ensemble d'une manière harmonieuse, ou dissonante, suivant les moments. Et en fait, il y a une autre notion aussi qui me paraissait importante, c'est la notion de déambulation, sur deux plans. La déambulation qu'on a dans une forêt, dans un lieu ouvert, où en fait les sons apparaissent devant vous et disparaissent derrière vous comme des sortes de vestiges de votre instantané de votre mémoire et de votre expérience, et puis la déambulation dans un lieu d'exposition aussi. C'est-à-dire que, et donc avec forcément des choses qui apparaissent et qui disparaissent. Et ça a été vraiment l'épine dorsale de ce projet pour moi musicalement. Et donc, pour répondre à la troisième partie de votre question, c'est aussi, ça vous l'enlèverez donc peut-être éventuellement, mais l'autre aspect, c'est effectivement le temps que ça a pris. Il y a eu pour ce projet, il y a eu une maturation assez longue de plusieurs mois. Et en fait, je me suis mis en studio pendant 3 semaines, à peu près, jour et nuit. Et en fait, j'ai passé en boucle un diaporama de certaines photos de Sebastião Salgado. Et d'une certaine manière, j'ai dormi avec, quoi. Je mangeais avec. Enfin, je me suis nourri de l'univers de ces photos. Ce qui m'est apparu, qui a été assez important, c'est aussi l'idée que je voulais créer, ce qu'a créé Salgado dans son travail, c'est qu'en fait, tout son travail est en noir et blanc. Le noir et blanc n'existe pas en Amazonie, il n'existe pas dans la nature, il n'existe pas dans l'univers. Et donc, ce n'est pas non plus du noir et blanc, ce qu'il fait, c'est du gris. C'est-à-dire que c'est des infinités de nuances de gris. Et donc, ça m'a beaucoup inspiré pour me dire qu'au fond, l'œil de Sebastião Salgado est un œil qui est un œil d'artiste, un œil philosophique. Donc, en même temps, on ne peut pas lui reprocher sur le fait d'avoir un regard extérieur sur l'Amazonie. Je pense que justement, c'est le principe d'un artiste d'avoir un point de vue subjectif. Et cette subjectivité, pour moi, elle est transmise par le noir et blanc. Et donc, j'ai essayé aussi d'avoir cette subjectivité d'une certaine manière poétique, donc personnelle, c'est-à-dire un point de vue par rapport à l'environnement sonore. Ce projet Amazonia, tu en as parlé un petit peu en début d'entretien. Comment ça s'inscrit dans l'ensemble de ton œuvre? J'ai l'impression, tu parlais de voyage et tu parlais d'un monde un peu imaginaire qu'on explore. Comment est-ce que ce projet s'inscrit dans ton œuvre? Alors, ce projet, au fond, par rapport à mon travail habituel, j'ai envie de dire que d'abord, on peut dire qu'il est complètement différent, complètement particulier. Puis en même temps, j'ai envie de me corriger immédiatement en repensant à ce que
Federico Fellini m'avait dit un jour que je l'avais rencontré en me disant, quand je regarde derrière moi, je me suis toujours dit quand je faisais un film qu'il était toujours différent, et je m'aperçois que j'ai toujours fait le même film. Et au fond, je pense qu'un artiste, finalement, quoi qu'il fasse, décline une même idée ou un même univers. Si on prend, qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît immédiatement l'œuvre de Mozart, des Beatles, de Tarantino ou de Kubrick, c'est parce qu'effectivement, ils ont un style qui est en fait ils nous disent finalement, ils nous font partager les choses de la même manière, qui est leur style. Et au fond, Amazonia est complètement différent sur le plan de la structure, sur le plan du procédé de composition, mais n'est pas si loin d'Oxygène dans ses valeurs, dans les thèmes abordés, dans ce rapport à l'environnement, ce rapport à l'espace, ce rapport au temps et à l'espace. Et la musique, au fond, évidemment, dépend du temps et de l'espace. Et donc, finalement, sur le plan du fond et du sens, pas si loin de ce que j'ai pu faire avant, mais en tout cas sur le plan du procédé de composition, très spécifique à ce projet, parce que c'est la première fois que j'abordais les choses justement avec cette histoire de boîte à outils. J'aime bien cette idée de boîte à outils où en fait j'ai installé des petites cellules comme ça, sonores qui m'intéressaient, sans vraiment savoir au départ ce que j'allais en faire. Et petit à petit, je les ai composées de manière impressionniste ou pointilliste. Et en même temps, j'utilise le mot impressionniste qui, pour moi, résume tout à fait la manière que j'ai d'aborder les choses dans ma musique, dans mon travail, et qui est forcément aussi probablement quelque chose de très français. Ce qui finalement, par exemple dans la musique électronique, ce qui différencie la musique allemande de la musique française, c'est justement d'un côté cette fascination et cette forme d'apologie de la machine, et puis du côté français, peut-être une approche plus impressionniste des choses. Ça fait partie de notre ADN, j'imagine. Les extraits d'archives qui ont été choisis sont pour beaucoup des enregistrements où on entend la voix, où on fait des expressions vocales. Il y a des passages avec des chants, il y a des cris, il y a également des extraits où on entend des incantations qui sont déclamées à toute vitesse. Et il me semble que ces extraits sont intégrés dans la composition qui est très dense. Ils sont intégrés avec souvent une certaine distance, ce qui leur donne une présence assez visible. Est-ce que c'est la première fois que tu travailles avec des enregistrements qui ont une forte valeur patrimoniale comme ceux qui ont été mis à ta disposition? Alors, ce n'est pas la première fois que je suis confronté à du matériau sonore, qui est un matériau sonore d'archives. Et c'est toujours le même... parce que moi, pendant plus d'un an, j'étais dans le département justement de toutes les musiques extra-européennes à l'époque de mon passage au groupe de recherche musicale. Et donc j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Et au fond, il y a deux manières d'aborder les choses. C'est soit de l'aborder d'une manière plus scientifique, si j'ose dire, c'est-à-dire en collant aux liens qu'on peut faire avec telle ou telle région, telle ou telle époque, tel ou tel moment de la journée, tel ou tel rite. Et donc là, on rentre dans quelque chose qui est finalement un travail lié à l'ethnographie, l'ethnologie, etc. Ou alors d'avoir une attitude qui est finalement une attitude beaucoup plus distanciée, c'est-à-dire une attitude uniquement de musicien qui est en face d'un matériau sonore. Et moi, j'aime beaucoup cette idée que ce qu'on disait de la sculpture dans certaines civilisations anciennes, où on disait que finalement toutes les sculptures existent dans le roc, et qu'en fait le travail du sculpteur, c'est de les révéler. Et j'aime beaucoup cette idée aussi que au fond, tous les sons existent dans une forme de maelstrom sonore de notre planète, et qu'en fait, notre travail, notre boulot de musicien, c'est finalement de les révéler. Et donc j'aime bien cette idée, finalement, de prendre aussi ce recul, qui est finalement, quand on y réfléchit bien, la manière de les respecter le plus, c'est-à-dire de ne pas vouloir donner des leçons ou des messages, ou d'avoir un regard, disons, le regard
du blanc, de l'occidental par rapport à telle ou telle communauté, mais au contraire, de les traiter de manière beaucoup plus universelle et au fond, de les traiter de manière avec la subjectivité d'un artiste, d'un musicien. Et donc, du coup, donc, pour moi, c'est une forme ultime de respect vis-à-vis, justement, des communautés en question. Maintenant, les musiques circulent, les musiques sont en circulation planétaire, surtout avec la facilité d'accès au web et tout ça. Il y a des questions d'appropriation. On prend des musiques, on se les approprie ou pas pour créer quelque chose de nouveau. Il y a même des gens qui parlent d'appropriation culturelle. Moi, je préfère parler d'appropriation créative. Mais quel est ton point de vue sur la question de l'appropriation? Alors, la question de l'appropriation est un sujet qui m'importe beaucoup dans ma vie, puisque j'ai été pendant 7 ans, jusqu'à l'année dernière, président de la CISAC, qui est la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et de créateurs, justement pour réfléchir sur le devenir de la propriété intellectuelle aujourd'hui, de le remettre dans le contexte de l'ère digitale, l'ère numérique dans laquelle on se trouve, où finalement il y a une sorte de pillage inconscient continuel, tout azimut. Et qu'en fait, et qu'on oublie dans cette lutte dans la propriété intellectuelle, dans la valeur de la sauvegarde du copyright. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire un droit d'auteur? Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc il y a eu évidemment des plateformes numériques qui essayent, notamment américaines, qui ont essayé ces dernières années, au fond, de dire toute cette idée de propriété intellectuelle, de droit d'auteur, et de droit de l'auteur ou du créateur, c'est finalement un truc ringard qui a été inventé justement en France au XVIIIe siècle par Beaumarchais et qu'aujourd'hui, en gros, on devrait être dans un système de buy-out, c'est-à-dire qu'au fond, les gens achètent du contenu comme on achète un pot de yaourt ou une salade ou autre. Et donc, moi, j'ai beaucoup lutté là-dessus dans ma vie, et notamment pour faire passer la directive européenne, justement, pour protéger cette idée de droit d'auteur en faisant une rémunération et un droit qui est en même temps qui est le plus intemporel, parce qu'il ne dépend pas du support, il dépend justement de la création. Donc qu'on passe sur la musique enregistrée du papier de l'éditeur, de l'orchestre, au disque vinyle, au CD ou au disque dur ou demain à autre chose, ou un implant ou quoi que ce soit, là, et finalement, il y a toujours la différence entre la page blanche ou le silence et le son, et la partition ou la page remplie, quelle que soit sa valeur artistique, après c'est subjectif. Mais donc, et notamment dans les pays émergents où on s'aperçoit qu'il y a eu énormément, dans le monde de la pub, dans le monde de la mode aussi, là, des détournements de patterns, de graphismes maoris, africains, amérindiens, sud-américains, etc. Et au fond, il y a une vraie question, et en tant qu'ambassadeur de l'UNESCO, c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé, et c'est la raison pour laquelle on a trouvé un arrangement avec la maison de disques pour qu'une partie des royalties puisse revenir justement à travers le musée d'une certaine manière aux gens qui sont à l'origine de ces sons. Je pense que c'est une chose importante, et c'est une chose importante qui doit se généraliser. Et surtout qu'aujourd'hui, à l'ère numérique, c'est facile, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Et je pense que c'est une manière à la fois, non seulement de respecter, mais finalement, l'Amazonie nous appartient à tous. C'est une erreur de penser, justement, il faut faire très attention à certains spécialistes qui s'enferment dans une forme de dogme où il faudrait ne pas toucher, laisser intactes toutes ces régions parce que on les abîmerait. Je pense que les laisser intacts, c'est les faire disparaître à terme. C'est-à-dire que
il n'y a pas que l'intention qui compte, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est justement amener justement tous ces endroits de la Terre, toutes ces communautés, justement de venir vers eux, de s'en servir, de les utiliser, qu'ils nous utilisent, qu'on puisse justement créer ce lien qui est un lien justement qui est dynamique. On oublie que quand certaines traditions, c'est vrai dans des monuments, c'est vrai pour des monuments à travers le monde qui ont été créés il y a plusieurs siècles, aujourd'hui on a tendance à les mettre sous une cloche à fromage et surtout ne pas les toucher, alors qu'en fait les gens qui les ont construits étaient des visionnaires et étaient complètement futuristes. Et donc une manière de rendre hommage à justement des valeurs qui sont des valeurs qui traversent le temps, c'est justement de pouvoir que les artistes, les créateurs puissent créer un lien et finalement créer de la vie au fond. Parce que finalement de confronter ces sons de manière poétique dans un travail comme celui que j'ai pu faire pour Amazonia, mais comme d'autres, c'est finalement aussi les respecter d'une certaine manière. Si tu es allé en Amazonie avec ton œuvre, est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais transmettre aux populations amazoniennes par le biais de ta musique? Alors, moi je ne suis jamais allé en Amazonie, mais comme le disait Blaise Cendrars, à qui quelqu'un disait « mais vous décrivez un endroit où vous n'êtes jamais allé », j'ai envie de dire que je n'y suis jamais allé, mais j'ai décidé de vous y emmener. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'au fond, c'est chaque individu, chacun de nous a une vision de l'Amazonie, a une vision de la vie après la mort, a une vision de la Chine si on n'y est jamais allé, ou de l'Afrique si on n'y est jamais allé, ou de la ville à côté si on n'y est jamais allé non plus. Il y a des gens qui n'ont jamais vu la mer et qui imaginent la mer, et la première fois où ils vont voir la mer si elle leur existe, ils sont très déçus ou éblouis. Donc c'est un petit peu la même chose, et je pense que ça m'intéresserait beaucoup de pouvoir partager un jour même cette musique avec les gens qui vivent dans la forêt. Si ça se trouve, ça ne leur évoquera absolument pas l'endroit où ils sont, mais j'espère que ça leur évoquera, peut-être ça les touchera d'une autre manière. Pour le public qui visite l'exposition ici à Paris ou en Europe, est-ce qu'il y a un message ou une expérience particulière qui est liée à la coprésence des photographies et du son? Alors, ce n'est pas seulement le musicien qui parle, mais je pense que le son, on sous-estime l'importance du son dans le cinéma, dans la vie en général. C'est-à-dire qu'à la fois, aujourd'hui, on a de la musique partout qui est devenue une sorte de papier peint un peu gris, continu de notre quotidien, où tout le monde est avec le pire de tout ça, c'est les playlists, c'est-à-dire que de toute façon, il y a des musiques qui sont choisies par des algorithmes et qui deviennent en fait une sorte de bruit de fond de notre société. Et puis en même temps, il y a aussi les sons et la musique qu'on va faire, qu'un créateur va faire pour un moment précis, un instant précis. Et je pense qu'il y a une énorme différence entre visiter, d'ailleurs on le voit parce qu'en ce moment on est en train d'enregistrer ce que nous disons et ce que nous filmons dans cet endroit, qui est l'exposition, et on a coupé le son pour pouvoir filmer, pour des raisons techniques. Et en fait, on s'aperçoit qu'on entend un peu le bruit de la clim, on entend un bruit, et finalement, on a une perception qui est complètement différente, et qui, à mon avis, est probablement plus froide et un peu plus désincarnée que dès qu'on va y mettre le son et la musique. Je ne parle pas du fait que ce soit ma musique, je parle du fait que ce soit la dimension sonore ajoute effectivement, par définition, un sens supplémentaire à notre expérience de visiteur.
Le musée peut être considéré comme un lieu de rencontre autour des collections conservées, comme par exemple un fonds d'archives sonores, des rencontres qui ont lieu entre des artistes contemporains, des conservateurs, mais aussi des communautés sources. Quels peuvent être les liens entre les artistes contemporains et un patrimoine conservé dans un musée? Je pense qu'effectivement, l'idée de la Philharmonie et du MEG aussi, de m'avoir laissé l'accès à ce matériau qui est un risque, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, etc., et de ce que ça peut devenir, c'est aussi une manière de créer un lien entre le passé et le présent. C'est-à-dire que c'est une manière aussi de se prononcer à travers l'espace-temps, si j'ose dire. C'est-à-dire de repositionner ce qu'on appelle les archives qui donc finalement appartiennent au passé et de les remettre sur la table et de les remettre sur la table et de les remettre en jeu. Et je pense que c'est ça aussi le principe des archives. Et à mon avis, l'idée qu'un musée justement a ce rôle patrimonial de conservation, mais cette conservation, elle n'a de sens qu'à partir du moment où on la met en lumière dans le temps et dans la période où on se trouve, donc en la confrontant éventuellement à des artistes et à des créations contemporaines. On peut se demander si, au fond, aujourd'hui, le monde a oublié d'entendre et d'écouter parce qu'on est bombardé d'images et paradoxalement aussi parce qu'on a continuellement cette espèce de bruit de fond de milliers de musiques qui s'entrechoquent et finalement s'annulent. Et je pense que plus que jamais, il y a une réflexion, et je ne dis pas ça parce que je suis musicien, mais je dis ça aussi parce que je suis un auditeur, et qu'il y a un besoin d'arriver justement à réapprendre à écouter et à réapprendre à entendre. Pierre Schaeffer parlait et a inventé la notion de ce qu'il appelait l'écoute réduite, c'est-à-dire le fait de réduire son écoute au son qu'on entend en l'isolant de son contexte pour y retrouver en fait un sens, sa force. Et je pense que de la même manière que je pense qu'il faut réapprendre d'une certaine manière à regarder et à voir, qu'il y a une différence entre voir et regarder, il y a aussi une différence entre entendre et écouter. Et je pense que c'est une chose qui est extrêmement importante dans la mesure où en plus la musique est abstraite, la musique est invisible. Donc on a tendance à la placer au deuxième plan puisqu'elle n'est pas, on ne peut pas l'appréhender. Et alors qu'en fait, on peut s'apercevoir par exemple que des non-voyants ont presque toujours le sourire, sont heureux. Les gens qui ont du mal à entendre, les malentendants, sont souvent plus dépressifs, sont plus tristes, parce que tous les gens le disent, quand on a la chance de ne pas être affecté par un problème comme celui-là, mais tous les gens qui sont affectés, ça le disent, la sensation d'isolement quand on n'entend pas est plus fort que quand on ne voit pas. Ce qui veut bien dire que le son est quelque chose qui est extrêmement important dans la manière de ressentir les choses. Et c'est la raison pour laquelle dans le cinéma, par exemple, quand le cinéma sonore, quand le cinéma est devenu sonore, ça a changé complètement la manière de voir et la manière de regarder. Et je pense que pour en revenir justement à cette exposition, je pense que le son, le fait de sonoriser, d'avoir une musique spécialement composée et créée pour une exposition, change complètement la manière de regarder et au fond, l'ouïe va nous aider à mieux voir. Merci à vous. Est-ce qu'il y a autre chose que... Non, je pense qu'on a couvert des tas de choses qu'en plus je n'ai jamais dites, donc je suis très content d'avoir cette occasion-là. C'est un vrai plaisir de pouvoir continuer notre conversation et tu avais raison.
iya iya so 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 so